Faites-vous partie de ceux qui croient aux prémonitions? Si la réponse est non, il se pourrait bien que vous ayez changé d'avis dans quelques minutes. En 2022, une adolescente de 15 ans vivant en République dominicaine et habituée des réseaux sociaux poste une vidéo sur son compte TikTok. Malgré son jeune âge, c'est une fille déjà très populaire, grâce à ses vidéos, sur lesquelles on la voit danser sur des musiques tendances. Mais cette fois-ci, elle n'écrit que quelques mots. Des mots sur lesquels ses 100 000 abonnés ne s'attarderont pas, mais qui hantent aujourd'hui de nombreuses personnes. Elle affirme que le seul moyen pour que quelqu'un lui offre des fleurs serait qu'elle décède, un 13 février. Ces propos, aussi inquiétants soient-ils à première vue, ne sont pas à prendre au pied de la lettre pour l'adolescente, qui profite alors d'une vie heureuse et épanouie. Pourtant, telle une prophétie morbide, ses parents la trouveront baignant dans une mare de sang au petit matin quelques mois plus tard, le 13 février 2023. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vous raconte tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Située sur l'île d'Haïti, la République dominicaine est non seulement le deuxième plus grand pays des Antilles, mais surtout la destination la plus visitée des Caraïbes. Son climat tropical ainsi que la richesse de sa biodiversité attirent toujours plus de visiteurs chaque année, pour lesquels le pays investit des sommes colossales en complexes hôteliers de luxe, stations balnéaires, parcours de golf. On ne peut d'ailleurs parler de la République dominicaine sans citer Punta Cana, située dans la province de la Altagracia, la célèbre station balnéaire, connue pour ses immenses plages de sable blanc ou encore son parc aquatique, qui vous offre la chance de pouvoir nager avec les dauphins. Une cinquantaine de kilomètres plus à l'ouest, en s'éloignant de la côte, se dresse la ville d'Higüey. Moins célèbre que Punta Cana ou Saint-Domingue, Higüey n'en reste toutefois pas moins une destination de choix pour beaucoup de familles avec des enfants, notamment grâce à ses deux universités qui font sa renommée. C'est le choix qu'ont fait Elidio Richiez Castillo et sa femme Isabelle Richiez il y a de cela plusieurs années. Isabelle et Elidio ont ouvert une petite épicerie qui tourne plutôt bien et qui leur permet de gagner suffisamment d'argent pour vivre confortablement avec leurs deux filles, Yurimar et Esmeralda. Esmeralda, la cadette, est une fille joyeuse et pleine d'énergie. Elle n'est encore qu'une adolescente, mais comme bon nombre des jeunes de son âge, elle passe plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux. En vérité, on peut dire qu'elle est complètement accro. Cette forme de dépendance n'est pas sans danger pour les enfants et les adolescents, qui peuvent parfois complètement perdre pied avec la réalité. Ils s'exposent aussi malheureusement à d'ignobles vagues de harcèlement ou de critiques gratuites, souvent responsables de dépressions graves. Heureusement pour elle, Esmeralda n'a jusque-là pas eu affaire à de tels individus. Les vidéos qu'elle poste tous les jours lui valent même un certain succès à sa petite échelle. On la voit exécuter quelques mouvements de danse, à l'image de ce que font beaucoup de jeunes filles, qui se filment en train d'exécuter de courtes chorégraphies. Esmeralda, pour sa part, considère les réseaux sociaux comme un véritable tremplin, qu'elle utilise dans le but d'accomplir, un jour, son seul et unique rêve, se faire connaître pour devenir mannequin. On ne sait pas vraiment ce qu'Elidio et Isabelle, les parents d'Esmeralda, pensent de tout cela. Mais nul doute qu'ils ont dû mettre en garde plusieurs fois leur fille sur les dangers de s'exposer ainsi, et tenter de lui imposer quelques limites. Surtout quand on sait que les Richiez sont une famille très pieuse. Les parents, profondément croyants, sont connus pour être des pratiquants actifs de leur culte. Toutefois, loin d'être sectaires ou extrémistes, les parents d'Esmeralda sont très appréciés par leur entourage, ainsi que les habitants du quartier. Avec leur fille, ils constituent une famille soudée et heureuse. Esmeralda mène donc une vie somme toute banale. Rythmée par ses contenus TikTok, ses sorties avec ses nombreux amis, ses moments de travail à l'épicerie où elle se rend volontiers pour soulager ses parents. Et surtout, ses heures de cours au lycée agricole polytechnique de Higüey. L'établissement scolaire est bien fréquenté et il dispose d'un bon corps enseignant. Il est donc normal qu'Esmeralda soit sereine lorsqu'elle passe la grille de son lycée tous les matins. Les parents des adolescents scolarisés ont d'ailleurs une totale confiance en l'institution scolaire, censée prendre soin de leurs enfants et garantir leur sécurité. Pourquoi en serait-il autrement? C'est pourtant dans l'une de ces salles de classe familières et tranquilles qu'Esmeralda Richiez croise pour la première fois la route d'un monstre.
En plus d'être quelqu'un de généreuse et rayonnante, Esmeralda mène une scolarité exemplaire. Tout l'inverse de moi. Elle travaille dur afin d'obtenir de bonnes notes, ne se laisse pas déconcentrer en classe et cela lui vaut les éloges de tous les professeurs qui soulignent à quel point il est agréable d'enseigner dans de telles conditions. Tout l'inverse de moi. Il y a un enseignant en particulier qui semble être encore plus exalté lorsqu'il s'agit de congratuler l'adolescente. John Kelly Martinez est un professeur de mathématiques de 35 ans. Marié avec une autre enseignante du lycée dans lequel il travaille, il est père de 2 filles, dont l'une fréquente le même établissement qu'Esmeralda. Originaire lui aussi de la ville d'Higüey, il n'exerce au sein du lycée que depuis 1 an environ. Mais sa proximité avec les élèves et ses cours qu'il donne à la méthode cool en ont rapidement fait l'enseignant chouchou de tous les adolescents, avec qui il se comporte finalement plus comme un ami qu'un professeur. John est plutôt jeune comparé à la moyenne d'âge des autres professeurs du lycée, et cela lui donne une autre approche de l'éducation. Moins stricte, plus détendue, c'est le genre d'enseignant un peu copain-copine avec qui les élèves n'hésitent pas à blaguer, tout en se sentant valorisés. D'ailleurs, la méthode John Martinez semble fonctionner. Ses cours se déroulent toujours dans une bonne ambiance générale, sans stress ou pression inutile. Et cela donne bien plus envie aux étudiants d'apprendre et de donner le maximum d'eux-mêmes. Esmeralda aime bien plus cette discipline grâce à son professeur, et celui-ci remarque qu'elle travaille consciencieusement et avec beaucoup de sérieux. L'adolescente et lui s'entendent tout de suite très bien, à tel point qu'elle se met vite à le considérer comme un ami et un soutien. Elle n'hésite d'ailleurs pas à parler de John à sa mère, qui, en tant que parent, apprécie simplement le fait que sa fille fasse preuve d'une telle motivation. Même s'ils font toujours preuve de vigilance, les parents de l'adolescente ne voient rien de mal dans cette amitié naissante. John et Esmeralda s'entendent juste très bien, voilà tout. Sans doute ont-ils eu confiance dans le fait qu'en tant qu'adulte, le professeur sait où se trouvent les limites d'un tel genre de lien avec ses élèves, et s'y tient résolument. Mais il ne pouvait pas se tromper davantage. D'ailleurs, quel homme de 35 ans devient ami avec une fille de 15 ans? Nous sommes à présent le dimanche 12 février 2023. Il est aux alentours de 18h lorsque John, accompagné de son cousin Ruben, âgé de 25 ans, s'arrête devant la maison des Ritchies. Ils ne sont pas seuls, car dans la Honda noire conduite par le professeur, se trouvent aussi 3 camarades de classe d'Esmeralda, mineures elles aussi. L'enseignant connaît la famille Ritchies, et notamment Isabelle, la mère d'Esmeralda, pour lui avoir déjà parlé plusieurs fois. Mais malgré le climat de confiance qui règne entre eux, lorsqu'il demande la permission d'emmener Esmeralda faire une sortie éducative avec son cousin et ses copines du lycée, Isabelle tique un peu. Et c'est normal, cette histoire aurait dû se terminer là. Les parents dénoncent ce prof, il est viré, et adios. Mais vous vous en doutez, c'est pas comme ça que ça se passe. Bref, Isabelle n'est pas à l'aise avec cette idée. Nous sommes déjà en début de soirée, et Esmeralda, tout comme ses amis, doit se lever tôt le lendemain matin pour se rendre en cours. Mais surtout, Elidio, le père de famille, n'est pas présent pour donner son avis quant à cette sortie improvisée. Il est à l'église et donc injoignable. Isabelle hésite, mais devant l'insistance de sa fille, finit par accepter, à une condition, qu'Esmeralda ne rentre pas tard et surtout que John fasse attention aux filles. Aucun problème du côté du professeur de mathématiques, qui informe la mère de son élève qu'il compte se rendre à une sorte de foire, où ils iront se promener et grignoter quelque chose. Isabelle est rassurée par le fait que John soit présent pour veiller à la sécurité de sa fille. Et même si elle ne connaît pas son cousin, cela fait tout de même 2 adultes pour encadrer le petit groupe. De plus, Esmeralda sera avec 3 autres camarades de classe. Tout le monde va aller s'amuser un peu à la foire et rentrer avant 21h. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Pourtant, Esmeralda a à peine sauté dans la voiture de son professeur que les plans pour la soirée viennent de changer. John informe en effet les filles qu'en fin de compte, ils n'iront pas à la foire. À la place, ils vont aller se détendre à Macao Beach, une plage assez éloignée de la ville puisqu'elle se trouve à une 50aine de kilomètres de là. Les filles sont plutôt contentes de ce changement de dernière minute et l'acceptent d'ailleurs non sans une pointe d'excitation. Sur le chemin, John ne manque pas de faire un arrêt dans une station-service pour acheter de la bière pour tout le monde. On imagine très bien que s'il avait mentionné ce détail à la mère d'Esmeralda, elle n'aurait peut-être pas laissé partir sa fille de 16 ans. C'est évident même. Il y a une très grosse différence entre une sortie pédagogique à la foire près de chez elle et une soirée passée à boire de la bière à la plage avec son professeur de mathématiques. Et tout à coup, John n'est plus vraiment le professeur respecté qu'il est censé être.
Le simple fait qu'il ait menti à la mère d'Esmeralda nous laisse imaginer à quel point cet homme, exerçant une forme d'autorité sur des mineurs de 15 ou 16 ans, est en réalité un danger pour elle. Mais pour le moment, de cela, personne n'en a encore conscience. Il n'y en a qu'un seul qui sache exactement ce qu'il fait, et c'est John. L'alcool n'est pas le seul détail dont il a oublié de parler à Isabelle Richiez. Le professeur d'Esmeralda a aussi prévu quelques pilules destinées spécifiquement à l'adolescente. Pour mener son plan à bien, il a besoin qu'Esmeralda soit assise à côté de lui. Ainsi, lorsqu'il revient à la voiture, il demande à son cousin de laisser sa place à l'avant, afin que l'adolescente s'y installe. Ils échangent tous les deux leur place, ce qui laisse à John toute la marge de manœuvre qu'il souhaite pour agir. Le professeur n'attend pas d'être à la plage pour verser un verre de bière à Esmeralda, dans une tasse, qui, étrangement, se trouvait déjà dans la voiture. Puis, le plus discrètement possible, il glisse 5 pilules dans l'alcool avant de le donner à l'adolescente assise à côté de lui. Ce qu'il n'avait pas prévu toutefois, c'est que l'une des camarades de classe d'Esmeralda vient de voir tout son petit manège. Malheureusement, peut-être par crainte de s'attirer des problèmes si elle se dresse contre un adulte, qu'elle verra ensuite tous les jours au lycée, elle ne dit rien. Et ne prévient pas non plus son ami, qui boit déjà une grosse gorgée du dangereux mélange. Le petit groupe reprend finalement la route pour arriver à la plage un peu plus tard. On ne sait pas, à ce moment-là, si Esmeralda commence déjà à se sentir mal, ou bien si les médicaments qu'elle vient d'ingérer ne font pas encore effet. Toujours est-il que pour John, il est temps de passer au second acte de son plan diabolique. Une fois garé près de la plage, le professeur de mathématiques demande à son cousin Ruben, ainsi qu'aux 3 autres mineurs présents avec eux, de partir devant, précisant qu'Esmeralda et lui les rejoindront plus tard. Encore une fois, ni les filles ni Ruben ne considèrent la situation suffisamment inappropriée pour intervenir et s'opposer à cette demande. Pas même l'ami d'Esmeralda, qui a pourtant vu John Kelly verser des pilules dans le verre de cette dernière à son insu. Au lieu de cela, les filles ainsi que Ruben opinent simplement et s'éloignent, laissant l'adolescente de 16 ans ainsi que son professeur de 35 ans seuls dans la voiture. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que les camarades de classe d'Esmeralda se demandent pourquoi elle n'est toujours pas venue les retrouver sur la plage. Alors qu'elles interrogent Ruben à ce sujet, le professeur réapparaît et les informe qu'il est temps de repartir. Les filles échangent un regard surpris, mais se plient à l'autorité de leur professeur. Malgré tout, elles ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi faire tous ces efforts si ce n'est que pour profiter 30 petites minutes de la plage. Et surtout, pourquoi Esmeralda n'est-elle jamais sortie de la voiture ? Les rumeurs qui se propagent au lycée, selon lesquelles l'élève et l'enseignant entretiendraient une liaison, seraient-elles vraies ? Leur prof n'aurait-il pas inventé cette fameuse sortie pédagogique que pour avoir une bonne excuse afin de se retrouver seul avec elle pendant quelques minutes ? Elles n'en savent rien, mais refusent de se mêler de ce qu'il ne les regarde pas. Tout le monde repart, Esmeralda y compris, qui n'a pas bougé de son siège avant, et ce, pour une bonne raison. Elle se sent terriblement mal, nauséeuse, et surtout, elle souffre d'intenses douleurs qui s'accentuent, avec une très forte envie d'aller aux toilettes. Esmeralda supplie John de s'arrêter à une station-service avant d'arriver chez elle, pour emprunter leur toilette. Il est 21h45 lorsqu'elle est capturée par les caméras de surveillance de la station, en train de se diriger vers les sanitaires. Elle y reste de longues minutes, pliée en deux par une douleur terrible, tentant comme elle le peut de vider sa vessie, malgré l'onde brûlante qui lui parcourt tout le bas du ventre. L'adolescente, qui allait parfaitement bien avant de se retrouver seule, en voiture en compagnie de son professeur, vit à présent un véritable calvaire, qui est loin de prendre fin. Horrifiée, elle découvre que ces douleurs ne sont pas le fait de son imagination. Elle est littéralement en train de se vider de son sang par la voie vaginale. Après son départ, les employés de la station-service qui se rendent dans les toilettes se retrouvent face à une scène digne d'un film d'horreur. Esmeralda a laissé d'énormes traces de sang partout, au sol et sur les murs. Une quantité d'hémoglobine tellement choquante que n'importe qui étant témoin d'un tel saignement aurait immédiatement conduit la jeune fille aux urgences, car cela n'a clairement rien à voir avec des menstruations. Malgré cela, l'adolescente choisit de remonter en voiture sans avertir qui que ce soit. Par confusion, par honte, parce qu'elle craint les questions que cela engendrerait ou bien parce qu'elle n'estime pas la gravité de son état à sa juste mesure. Sûrement un peu de tout cela à la fois. Tout ce qu'elle désire à cet instant, c'est simplement rentrer chez elle. Ses amis qui l'ont accompagnée aux toilettes sont pour leur part complètement terrorisés. Elle la supplie de se rendre à l'hôpital. En vain. C'est ainsi que les filles reprennent la route en compagnie de Ruben et John.
choquées et blêmes. Elles expliquent tout de même à leur professeur qu'Esmeralda est au plus mal et qu'elle saigne abondamment, continuant ainsi à chercher conseil auprès de celui en qui elles ont malgré tout toujours confiance. En comprenant ce qui est en train de se passer, l'enseignant se met à paniquer. Mais il faut croire qu'il ne craint pas suffisamment pour la vie d'Esmeralda pour la conduire à l'hôpital. En réalité, il est bien plus terrifié par ce que les médecins pourraient découvrir s'il l'emmenait aux urgences. Car le seul responsable de tout cela, c'est lui. John refuse de déposer Esmeralda à l'hôpital, mais s'arrête tout de même devant une pharmacie afin d'y acheter des serviettes hygiéniques, de l'eau, mais aussi une boîte de pilules contraceptives d'urgence. Pas d'antidouleur, rien pour tenter de stopper les saignements, mais des pilules contraceptives. Il est clair que la vie d'Esmeralda, qui continue à perdre des quantités affolantes de sang à côté de lui importe moins que d'assurer ses arrières. Parce qu'à ce stade, il n'y a plus aucun doute quant au fait qu'il vient d'avoir un rapport sexuel avec son élève mineur. Il est à présent 22h30, et John n'a d'autre choix que de faire un nouvel arrêt pour acheter de nouveaux vêtements à Esmeralda. Ceux qu'elle portait sont imbibés de sang, et il ne peut décemment pas la déposer chez elle dans cet état. En tout cas, s'il souhaite conserver son image de professeur respectable. Il est finalement plus de 23h lorsque John Kelly ramène enfin l'adolescente chez elle. Au vu de son état et du fait qu'elle ne souhaite rien révéler à ses parents, l'une de ses amies décide de passer la nuit chez elle, pour être présente si elle avait besoin d'aide. Évidemment, Isabelle et Elidio Richiez sont furieux de voir leur fille rentrer à une heure si tardive, sans qu'elle ne les ait appelés pour les avertir, et avec d'autres vêtements qui plus est. Si John ne demande pas son reste, il s'adresse à leur fille pour savoir ce qu'il a bien pu se passer, et pourquoi elle n'a pas tenu sa promesse de rentrer plus tôt. Elle parvient à cacher son état aux yeux de ses parents, mais elle se sent tellement mal qu'elle n'a pas la force d'expliquer quoi que ce soit. Face à ce comportement irresponsable qu'ils ne reconnaissent pas chez leur fille, les parents ne décolèrent pas. Au contraire, avec cette ambiance, son amie convient avec elle qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Esmeralda se réfugie dans sa chambre, feignant d'aller bien alors qu'elle doit serrer les dents pour ne pas crier de douleur. De plus, elle continue de saigner abondamment. Ce ne sont évidemment pas quelques protections hygiéniques qui pourront stopper une hémorragie. La jeune fille a besoin de voir un médecin. Elle ne le sait pas, mais c'est à présent une question de vie ou de mort. Quelques instants plus tard, Isabelle Richiez entre dans la chambre de sa fille. Elle regrette de s'être emportée et vient lui parler plus calmement. Mais lorsqu'Esmeralda se lève du lit sur lequel elle était assise, une très grosse tache de sang s'est imprimée sur les draps. Inquiète, sa mère lui demande ce qu'il se passe. Ce à quoi Esmeralda répond que ses menstruations sont tout simplement plus importantes que d'habitude et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. L'adolescente se couche, au plus mal. Dans le secret le plus total, elle se tient le ventre, en pleurant en silence et en se mordant les lèvres, pour ne pas alerter ses parents avec ses gémissements de douleur. Elle perd toujours plus de sang et tout son corps s'affaiblit à mesure que les heures s'écoulent. Esmeralda Richiez est en train de perdre lentement la vie. Le soleil n'est pas encore levé lorsqu'Isabelle Richiez frappe doucement à la porte de la chambre de sa fille. Elle aurait déjà dû se lever il y a quelques dizaines de minutes car elle doit se préparer pour aller en cours. Et si elle traîne encore au lit, elle va finir par être en retard. De l'autre côté de la porte, aucune réponse. Isabelle insiste d'un coup un peu plus sec, mais toujours rien. Elle ouvre alors la porte de la chambre de sa fille et tombe sur son lit vide et complètement maculé de sang. Prise de panique, la mère de famille appelle son mari et se met à hurler frénétiquement le prénom d'Esmeralda, tout en fouillant chaque pièce de la maison. Elidio et elle finissent par découvrir son corps, sans vie, dans une mare de sang, allongé face contre terre sur le carrelage de la salle de bain. Esmeralda Richiez est décédée le 13 février 2023, un an exactement, après sa publication TikTok dans laquelle elle indiquait qu'elle devait mourir un 13 février si elle voulait se voir offrir des fleurs. Ses parents, confus et choqués, ne comprennent pas ce qu'il a bien pu se passer pour que leur fille décède si brutalement en perdant tout ce sang. Ils ont bien vu qu'elle ne semblait pas en très grande forme la veille au soir. Mais Esmeralda avait tant insisté pour mettre cet état de faiblesse sur le compte de ses menstruations qu'ils l'ont tout simplement cru. C'était malheureusement sans avoir connaissance du drame qui s'était produit un peu plus tôt à la plage. Si elle s'était confiée à eux à ce moment-là, aurait-elle pu avoir la vie sauve ? Tragiquement, l'autopsie confirme que l'adolescente aurait tout à fait pu être sauvée si elle avait reçu les soins nécessaires. Elle nous apprend aussi les causes précises de la mort de la jeune fille. Esmeralda est décédée d'un choc hypovolémique,
C'est-à-dire que son cœur n'a plus été en mesure de jouer son rôle de pompe, à cause de l'énorme quantité de sang qu'elle a perdu. Mais on comprend finalement ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là, lorsque l'on sait que ce choc hypovolémique s'est produit suite à une déchirure vaginale ayant causé une grave hémorragie interne. En d'autres termes, Esmeralda a eu un rapport sexuel si violent qu'elle en est morte quelques heures plus tard. Le médecin légiste rapporte aussi la présence de traces de lacérations sur ses parties intimes, ainsi que de contusions et d'hématomes sur tout son corps, laissant penser qu'elle se serait battue. À travers ces détails sordides, la vérité nous saute aux yeux. L'adolescente s'est trouvée dans le viseur d'un prédateur qui a abusé d'elle lorsqu'ils étaient seuls dans la voiture, et ce avec une violence que l'on a du mal à concevoir. Mais ce n'est pas l'avis du plus grand nombre, notamment des parents, qui pensent de leur côté qu'Esmeralda a dû entretenir une liaison avec son professeur de mathématiques, qu'elle est tombée enceinte, et qu'elle est morte après avoir ingéré une surdose de pilules abortives. C'est une théorie qui peut faire sens, quand on sait qu'en République dominicaine, l'avortement est aujourd'hui encore totalement illégal. Cette hypothèse irait aussi de pair avec le témoignage d'une des camarades de classe d'Esmeralda, qui confie aux policiers lors de leur enquête avoir vu le professeur glisser des pilules dans le verre d'Esmeralda à son insu. Mais cette piste sera ensuite formellement démentie par l'instruction, qui prouve que la jeune fille n'était pas enceinte au moment de sa mort. Ce qui est certain cependant, c'est que l'adolescente a bien été victime d'une agression sexuelle barbare dans la voiture de son professeur. Grâce à l'étude des caméras de surveillance des stations-service et au vu des témoignages, ce dernier est d'ailleurs placé en état d'arrestation le lendemain de la découverte du corps d'Esmeralda. Son cousin, Ruben, est lui aussi inculpé pour complicité. De son côté, le lycée dans lequel travaillait John communique sur l'affaire en déclarant que le professeur doit absolument répondre de ses actes devant un tribunal. Et la direction de l'établissement le suspend 90 jours sans salaire. Au cours de l'enquête, les policiers récupèrent les vêtements ensanglantés qu'Esmeralda avait abandonnés avant de se changer. Ce soir-là, elle s'était rendue chez l'une de ses 3 amies pour enfiler de nouveaux vêtements. Les enquêteurs retrouvent du liquide séminal appartenant à l'enseignant sur ce jean, mais aussi dans la Honda noire, mêlé au sang de la jeune fille. Ces éléments, qui permettent de retracer la fin de soirée, sont un véritable séisme pour la famille Richiez, qui prend conscience de l'horreur qu'elle a vécue cette nuit-là. Mais le pire reste pourtant à venir. Car en fouillant le téléphone de l'adolescente, les enquêteurs découvrent qu'Esmeralda a passé un appel à l'une de ses amies, en plein milieu de la nuit. Dans l'enregistrement bouleversant qui a été rendu public, on peut entendre très nettement la jeune fille appeler son amie à l'aide, en gémissant et en murmurant qu'elle est en train de saigner à mort. Un message qui ne trouvera jamais son destinataire car l'amie dormait profondément ce soir-là. L'adolescente est morte seule, dans une douleur et une détresse inimaginables. Ce détail tragique ajoute encore plus à la colère générale contre le professeur de mathématiques, qui, visiblement, avait bien planifié à l'avance de s'en prendre à l'une de ses élèves mineures ce soir du 12 février 2023, et qui a tout organisé afin de refermer son piège mortel sur la proie qu'il visait depuis longtemps. Lors du procès, les avocats de la famille Richiez mettent ce fait en avant, arguant que la présence de Ruben, le cousin de John Martinez, n'avait servi qu'à distraire les autres filles, qui n'étaient là quant à elles que pour endormir la vigilance des parents de la victime désignée. Ruben est toutefois acquitté, faute de preuves, et l'on ne saura jamais vraiment quelle a été sa réelle implication dans cette histoire. Même s'il est acquitté, il y a de forts soupçons. Placé en détention provisoire le temps de l'enquête, John Martinez est reconnu coupable. Il se voit donc condamné à une peine finale de 20 ans de réclusion pour le meurtre d'Esmeralda Richiez avec acte de torture et de barbarie. L'accusation ayant démontré que le professeur avait volontairement causé des lacérations, des contusions et des écorchures à sa victime. Il est aussi condamné à verser une indemnité de 2 millions de pesos à la famille d'Esmeralda, ce qui équivaut environ à 100 000 €. Une compensation financière bien légère si on la compare avec la perte d'un enfant. Voici pour cette histoire juste choquante. Il n'y a pas d'autre mot. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez professeur en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément et c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.